On dit que les créateurs de contenu se font tous descendre à propos de leurs projets annexes. Parfait. Mais est-ce qu'ils se font tous descendre de la même manière? Parce que quand un créateur sort un manga et qu'une créatrice sort une BD, on dit c'est pareil, les influenceurs prennent tous cher. En tout cas, c'est le discours qu'on a vu ces derniers jours sur Internet. Donc je me suis posé la question, vraiment? Moi, j'ai décidé d'en faire une analyse. J'ai comparé deux annonces quasi identiques et j'ai analysé comment elles ont été reçues. 468 commentaires analysés. Premier constat, dans un cas, 85 commentaires neutres ou positifs. Dans l'autre, 90% de commentaires négatifs. Et quand l'écart est si énorme, il est impossible de s'en tenir à une simple impression. Il faut analyser froidement ce qui se passe, pas dans les intentions, mais dans les faits. Donc je vous explique rapidement comment j'ai fait. J'ai pris deux publications, deux mêmes types d'annonces, d'un projet annexe d'un créateur de contenu. J'ai analysé l'intégralité des commentaires disponibles, pas les réponses à ces commentaires, mais les réponses directement à la publication du ou de la créatrice de contenu. Dans un cas, c'est l'annonce du manga d'Inoxtag, avec 206 commentaires analysés. De l'autre cas, c'est l'annonce de la BD de Magla, avec 262 commentaires analysés. Nous avons donc deux posts publics, sortis au même endroit, analysés sur une même durée. Premier constat, dans un cas, nous avons 30 commentaires négatifs. Dans l'autre, nous en avons 234. Je vous laisse deviner lequel. L'écart est tel qu'on ne peut pas s'arrêter aux premières réactions. 14,6 commentaires négatifs d'un côté, 89,3 de l'autre. C'est énorme. Ça, c'est un fait et ce n'est pas une différence d'opinion. Et là, il y a donc deux hypothèses à ce moment-là de l'analyse. Soit l'une des deux annonces est factuellement catastrophique, en termes de marketing, en termes de positionnement, soit la structure de la réception n'est pas la même. Et donc, pour analyser cet aspect, j'ai compris qu'il ne fallait pas uniquement se baser sur le nombre de commentaires négatifs. Il fallait que je regarde et que j'analyse plus en profondeur ces commentaires négatifs. C'est là que j'ai décidé d'approfondir mon analyse. Je n'ai pas simplement compté les commentaires négatifs. Je les ai codés et triés selon trois axes. L'axe A, de quoi on parle. L'axe B, comment on dit. Et l'axe C, qui est visé. Un commentaire va être donc analysé selon ces trois axes, de manière indépendante. Petite parenthèse, en cas d'ambiguïté, je choisis ce qui est le plus violemment touché. Et là, je me suis basée sur les violentomètres que vous pouvez retrouver un peu partout sur Internet. J'ai donc essayé de réduire au maximum les biais que je pouvais avoir et de rester uniquement sur une analyse de la structure discursive observable. Et c'est là que ça devient intéressant. Concentrons-nous sur l'axe A. Qu'est-ce qu'on leur reproche et quel est l'objet de la critique? Chez Inoxtag, la catégorie dominante de la critique, c'est la qualité, avec 36,7%. Des critiques à ce sujet. Chez Magla, la critique dominante, c'est la légitimité, avec 30,3%. Pour Inoxtag, on parle surtout de la qualité du produit. Et donc, on juge le travail. Et pour Magla, c'est sa légitimité. Et donc, c'est sa place qui est directement remise en question. Ce déplacement est fondamental. Il ne concerne pas donc uniquement ce qui est critiqué, mais le déplacement de ce qui est critiqué vers la personne. Je le redis clairement, critiquer la qualité, c'est parler du travail. Critiquer la légitimité, c'est parler de la personne. Quand le débat ne porte plus sur l'œuvre, mais sur le droit d'y accéder, on parle de frontières symboliques en sociologie. Donc on ne dit plus « ça, c'est mauvais », on dit « tu n'as rien à faire là ». Et ça, c'est différent parce que ce n'est pas le même registre de la violence. Le deuxième axe que nous allons analyser, c'est l'axe C. Donc, qui est ciblé par ces attaques? Autrement dit, est-ce qu'on attaque la personne ou le projet? On retrouve donc une certaine corrélation avec ce qu'on a vu plus haut, puisque chez Inoxtag, on retrouve avec 46,7% des critiques négatives qui parlent de son projet. Et chez Magla, on arrive avec 41% des critiques qui critiquent sa personne. Et en termes de quantité, nous avons 113 commentaires négatifs à ce sujet chez Magla, contre 7 chez Inoxtag. Les commentaires négatifs d'Inox se mélangent à cette nuée majoritaire de positifs, ce qui est tout l'inverse chez Magla. Donc ce chiffre seul permet d'invalider cette phrase qu'on entend partout, c'est aussi terrible pour tout le monde. Quand la cible dominante devient l'individu et non l'objet, on change de régime discursif. Et ça, c'est pas neutre. Dans les travaux sur la violence symbolique, ce déplacement vers la personne marque un seuil, car le débat cesse d'être professionnel et devient existentiel. Et ce glissement dit quelque chose. Il dit qu'on ne parle plus d'éditorial, mais qu'on parle de social. Et c'est ici que la question du genre et de la racialisation entre en jeu. Le troisième axe d'analyse concerne le registre
des commentaires et comment ils sont écrits. On est donc sur l'axe B. Avec ce que je vous ai précisé au-dessus, on voit clairement qu'il y a des critiques négatives pour les deux cas. Et les deux cas ont d'ailleurs des points comparables. Le fait qu'ils devraient rester à la création de contenu et éviter de se diversifier. Une petite précision, de ce que l'on voit, dans les deux cas, ces commentaires négatifs, pour une partie, sont du registre de la violence, du harcèlement. Et ça, on ne peut pas le nier. Et donc là, certains d'entre vous pourraient me dire, d'accord, mais la cible change, mais en vrai, le ton, il est comparable entre les deux, non? Eh bien non. Laissez-moi reprendre les chiffres. Eh bien non. Pour Inoxtag, 73% des critiques sont neutres ou légèrement méprisantes. Pour Magla, c'est l'inverse. 56% des commentaires sont violents, entre sexualisation, déshumanisation et insultes violentes. Et donc là, on voit bien que c'est pas comparable. Il y a une différence entre dire « je trouve ça vraiment nul » avec « c'est vraiment de la grosse merde ». D'ailleurs, le mot merde apparaît 29 fois chez Magla et que 2 fois chez Inoxtag. Et ce n'est pas anecdotique, quand un terme revient à ce point, cela devient un climat, au lieu d'être quelque chose de ponctuel et d'individuel. Je vous avais dit qu'il y avait un champ lexical commun aux deux, et ça on peut pas le nier. Les mots arnaque, honte, scam reviennent dans les deux cas. Mais ils sont 5 fois plus présents chez Magla. La violence est donc décuplée. Et là, on arrive vers le point de rupture entre les deux postes. Chez Magla, on a énormément de déshumanisation et de sexualisation. Le terme OnlyFans apparaît 7 fois chez Magla. Aucune fois chez Inox. Et rappelons un détail important, la sexualisation est un moyen de décrédibiliser quelqu'un, de poser un rapport de domination, de remettre les femmes à leur place, comme ils disent. Et ceci est un mécanisme connu depuis la nuit de temps vers toutes les femmes qui ont un jour eu de la notoriété. Et malheureusement, Magla, avec cette étude, ne passe pas à côté. Donc petit résumé, mi-parcours. Chez Inox, on critique majoritairement le travail et le projet. Chez Magla, on attaque majoritairement la personne. Chez les deux, il y a des attaques et des commentaires négatifs. Mais chez l'un, le registre est énormément intensifié. Donc ce n'est plus une question de quantité, mais aussi de qualité. On ne demande plus « est-ce que c'est bien ?», mais « est-ce que tu as le droit d'être là ?» Et donc à ce stade, on n'étudie plus vraiment des commentaires, mais une structure de réception. Et la question majeure, je pense qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qui peut provoquer une telle différence de réaction? Dans un premier temps, il serait biaisé de ne pas parler du contexte des deux posts que j'ai choisis. Inoxtag sort son annonce en novembre 2024, dans un climat politique plus ou moins apaisé, sans grands faits divers majeurs, et dans une période économique plutôt sympathique puisqu'elle se trouve avant les fêtes de Noël. L'annonce de la BD de Magla arrive dans un moment beaucoup plus polarisé, en février 2026, à un moment où il y a une forte montée des discours d'extrême droite en raison d'un fait divers majeur, mais aussi un moment de remise en question de la parole de la femme sur les réseaux sociaux. Ce contexte rappelle que nous sommes dans une configuration située, mais attention, cela ne disqualifie pas l'analyse. Chez Magla, nous avons parlé de la sexualisation, mais il serait important aussi de ne pas oublier un point spécifique à Inox. Chez Inox, il existe aussi des attaques politiques et identitaires. Nous avons des références à Jordan Bardella, des allusions religieuses et des blagues sur Allah. Certes, elles sont minoritaires, elles représentent que 2% et donc ne décrivent pas un climat global, mais il est important de les préciser et de ne pas les oublier. Et leur existence rappelle une chose simple, la racialisation peut exister même quand elle n'est pas le point dominant central. Donc reprenons. Magla est une femme blanche. Elle va donc subir des discriminations spécifiques à la délégitimation et à la sexualisation. Inoxtag est un homme racisé, donc il va donc subir une stigmatisation spécifique. Et les oppressions ne s'additionnent pas mécaniquement. Elles reposent selon un contexte, comme on l'a cité tout à l'heure. Et ce contexte n'est pas la seule cause de la violence, mais il peut la rendre plus forte. Et donc, si on reprend la phrase de base, sur Internet, tout le monde prend cher. Avec ces chiffres, cela montre que non. Tout le monde ne prend pas cher de la même manière, avec la même récurrence et la même violence. Cette phrase, c'est surtout un moyen de se rassurer et d'invisibiliser les violences et les rapports de domination qui existent dans notre société. Elle n'a d'ailleurs jamais été démontrée et les chiffres que l'on regarde ici, on voit bien qu'ils ne sont pas uniformes. Et donc ils vont même contredire cette phrase. Tout le monde reçoit des critiques, mais tout le monde ne se fait pas contester de la même façon. Tout le monde ne suit pas le sexisme, le racisme, l'homophobie ou ce genre de violence, qui rappelons-le est un délit, avec la même ampleur. Et pour moi, ignorer ces différences,
c'est accepter, banaliser et normaliser cette violence sur Internet. Et soyons clairs, parce que j'en vois certains arriver, on a le droit de critiquer qu'on n'aime pas la BD ou le manga ou l'idée. Par contre, il y a une différence entre critiquer et insulter. Le physique, la religion, les idéologies, la sexualisation, le racisme, l'homophobie, tout ceci, ce sont des agressions. Et ce qui me dérange profondément, c'est pas la critique. C'est le rapport de domination que l'on essaye d'installer quand on délégitime, insulte et critique une personne qu'on ne connaît pas et à qui on s'adresse de manière frontale. Il y a une règle que j'aimerais vous imposer sur Internet. C'est avant d'appuyer sur envoyer. Est-ce que vous diriez ça en face à votre patron? Est-ce que ça vous risquerait de faire perdre votre travail? Si oui, il est temps soit de réécrire votre message, soit de ne pas l'envoyer. Parce qu'Internet n'est pas le lieu pour gérer vos frustrations. Vous avez le droit d'être en colère. Par contre, la déplacer sur autrui, sur des inconnus, sur des créatrices de contenu, vous trouvez ça vraiment légitime? De plus, ce type de comportement a une conséquence directe pour vous et pour votre santé mentale. C'est-à-dire que plus vous commentez le genre de post qui vous met en colère ou que vous détestez, plus vous allez en voir apparaître. Plus vous allez en voir apparaître, plus ça va vous faire monter votre colère. Et plus vous allez avoir l'impression que tout ce que vous détestez persiste sur Internet. En plus, à chaque commentaire, vous donnez de l'argent, de la visibilité et de la crédibilité à la personne que vous critiquez. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous répugne et que vous voulez combattre, ignorer devient une meilleure forme de résistance. Parce que l'algorithme, il n'est pas idéologique. Il se base sur vos comportements. Pour conclure, cette analyse ne dit pas « un tel est une victime » ou « la violence est plus grave d'un côté que de l'autre ». Non, elle permet d'analyser plusieurs choses. De 1, les comportements violents sur Internet sont à condamner et se retrouvent partout. De 2, on dit que la violence en ligne n'est pas homogène et uniforme grâce à cette analyse. Elle s'organise et frappe différemment selon le genre, la couleur de peau, les préférences sexuelles, l'âge et encore plein de petites choses autres auxquelles vous ne pensez même pas. Si par exemple c'est une personne handicapée ou valide, si on fait partie des personnes LGBT, ou encore aussi selon le contexte politique et selon l'audience que l'on touche. Et donc ce que je voulais vous montrer avec cette analyse, c'est qu'on peut lire une polémique au lieu d'y participer. Et mon petit point, c'est que si on accepte que certaines formes de violence deviennent normales sur Internet, on accepte aussi qu'un jour elle arrive dans notre quotidien, dans le monde réel. Et donc la question que là on s'est posée, c'était pas de savoir qui a raison ou qui est le plus une victime, mais quel type d'espace public vous et moi on veut construire. Est-ce qu'on veut qu'Internet continue comme ça? Donc il faut arrêter de banaliser, arrêter de dire c'est équivalent pour tout le monde et se rendre compte des systémies, des rapports de domination et de la violence qu'Internet fait subir à ses créateurs.